Bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire. Et ceux qui ont participé au webinaire que j'ai tenu auparavant, donc sur les caresses, les coups de pied, sur l'analyse transactionnelle, sur la honte, etc., vont retrouver certains des concepts, en fin de compte, parce qu'on est toujours un petit peu dans ce même cadre. Et là, il s'agit de confiance en soi et d'estime de soi. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan. Et le problème, c'est que on confusionne beaucoup. Il y a beaucoup de confusion sur ces deux mots. Et on va très souvent utiliser confiance en soi et estime de soi comme des synonymes. Mais non, ce ne sont pas des synonymes. En règle générale, quand on a deux mots différents, c'est parce qu'on parle de deux concepts différents. Et ça, on a peut-être un peu une tendance à l'oublier. Je me souviens à l'époque, quand j'étais en philologie nordique, on avait appris à la base que les synonymes à la base n'existent pas. Il n'y a pas de synonymes. C'était des mots qui avaient deux significations différentes et qui peut-être avec le temps ont été fondus en un concept, mais à la base, s'il y avait deux mots, c'est qu'il y avait deux concepts différents. Et là, c'est exactement le truc, ce sont deux concepts différents et ils ne sont pas interchangeables. Et quand on confond les deux, on risque de travailler sur le mauvais levier, en quelque sorte. On va s'épuiser à muscler un des côtés, pendant que l'autre, il reste à terre, en fin de compte. Et donc, du coup, il est important de bien les séparer avant toute chose. Alors, on peut illustrer ça par deux styles de personnes différentes. Vous allez avoir d'un côté, par exemple, ce qu'on appelle le performeur vide, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de brillant dans son métier, il est reconnu, il est compétent, et en tant que personne, il va se sentir sans valeur. Et je crois que ça doit être l'un des profils les plus connus, et certains d'entre vous le connaissent peut-être sur eux-mêmes. Le deuxième profil, ça va être quelqu'un qui est bien dans sa peau, et quand il se passe quelque chose de nouveau, une nouvelle tâche, il va figer, il va bloquer, il va plus être capable de faire quoi que ce soit. Et bien là, ça c'est quelque chose qui prouve l'inverse du premier. Donc les deux, confiance de soi et estime de soi, ils sont pas toujours parallèles et ça sert à rien en fin de compte de travailler sur l'un si le problème c'est l'autre. Donc, il va être important qu'on voit un petit peu ce que ça veut dire, d'où viennent ces différentes choses, comment ils se cassent, et puis on va parler d'un piège central, et je vais vous donner quelques pistes pour finir un petit peu tout là-dessus. Alors, les deux choses qu'on confond, ça va donc être la confiance en soi et l'estime de soi. Alors, la confiance en soi, c'est dans le registre du faire, c'est dans l'action, c'est votre croyance en votre capacité à accomplir quelque chose. C'est quelque chose de local, c'est concret, c'est mesurable, et ça va toujours porter sur un domaine que vous allez pouvoir identifier. L'avantage, c'est que la confiance en soi est, en fin de compte, très plastique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous apprenez très très vite, et que s'il y a des problèmes, ça se répare assez vite parce que c'est lié à l'action. Et ce à quoi vous pouvez le relier, c'est ça je sais faire ou je peux le faire, je suis capable de le faire. Par exemple, on va dire, vous avez appris à conduire, donc vous conduisez depuis, vous conduisez depuis 20 ans, vous montez dans une bagnole et puis vous n'y pensez pas, vous roulez, etc. Si je vous prends et je vous mets aux commandes d'un bateau, et que vous avez donc jamais piloté un bateau, là, la confiance en soi, elle va tomber à zéro. Je ne connais pas ce truc-là. Et vous, en tant que personne, pourtant, vous n'avez pas changé. D'accord ? Mais la confiance est tombée à zéro.
ça veut dire que c'est parce que la confiance, elle est basée sur une tâche. Et vous pouvez apprendre à piloter un bateau. Et une fois que vous avez piloté votre bateau, c'est bon, vous avez confiance en vous, par rapport en tout cas au pilotage de bateau. L'estime de soi, elle, donc ça va être la valeur que vous vous accordez en tant que personne, et ça n'a rien à voir avec ce que vous produisez. Donc en fin de compte, elle est plutôt ancienne, ça vient de loin, on verra ça dans un instant, et là on ne parle pas de tâches, on parle de vous en tant que personne. Et c'est quelque chose de très profond, parce que ça touche à votre identité. Et donc ça veut dire que quand elle s'abîme, l'estime de soi, eh ben, c'est beaucoup plus profond, c'est même très profond. Et le rebâtir, ça va être beaucoup plus lent. Et là, c'est plutôt qu'est-ce que je vaux moi, par exemple. Alors, par exemple, vous allez à un entretien d'embauche que vous ratez. Voilà, ça arrive. Si vous avez une bonne estime de vous, vous allez dire, bon, bah, j'ai pas eu ce poste, et puis c'est tout, quoi. Vous restez vous-même. Bon, ça peut être chiant, on est bien d'accord, mais voilà. Si vous avez une estime basse de vous, vous allez vous dire, oh, bah, oui, bah, je vaux rien, voilà, c'est nul, etc. Et puis voilà. C'est le même échec, mais c'est deux vécus différents. L'un avec une estime de soi qui est bonne et l'autre qui est mauvaise. Et donc, ça veut dire que, par exemple, et ça vous connaissez sûrement, deux personnes vont recevoir un compliment. Une des personnes, celle avec la bonne estime de soi, va l'accueillir, tout simplement, parce qu'au fond d'elle-même, elle se sait suffisamment digne pour pouvoir prendre ce compliment. L'autre va le balayer. Oh, bon, non, c'est rien. Oui, bon, voilà. Parce que aucune preuve extérieure peut entrer dans un réservoir qui est vide à la base, l'estime de soi. Et là, ça va être, bon, très souvent, le syndrome de l'imposteur va être un syndrome d'une personne qui a une estime de soi très basse. Pour ceux qui ont vu les webinaires précédents, on va dire que la confiance en soi vit dans le registre du faire, comme la culpabilité dont on a parlé, et l'estime va vivre dans le registre de l'être, comme la honte dont on a également parlé. Donc ceux qui ont suivi ces webinaires ou qui les ont vus sur YouTube vont pouvoir faire le lien plus facilement. En gros, on va dire qu'il y a 4 profils pour s'y retrouver. Vous allez avoir, donc il y a les deux différents, donc l'estime et la confiance, et puis vous avez le registre haut et le registre bas. Et donc on va dire que si vous avez la personne qui a une haute estime de soi et une haute confiance en soi, voilà, là c'est la personne solide. C'est très rare, je vous l'accorde, mais ça se trouve, ça existe. Et c'est en fin de compte l'objectif du travail qu'on fait sur soi. C'est, un des objectifs, c'est une personne qui sait faire et qui se sait digne, en gros. Ça va être les deux à la fois. Puis, on a le profil, je pense que c'est le profil le plus commun, et c'est la basse estime de soi et la haute confiance en soi. C'est-à-dire que ça va être le grand performeur, la personne qui bosse beaucoup, qui bosse bien, qui est perfectionniste, qui va essayer d'accumuler les réussites pour se prouver sa valeur. Et ça, c'est le profil donc le plus courant et le plus fréquent. Et c'est le profil qui se cache le mieux parce que la réussite, en fin de compte, va masquer le manque. D'accord ? Donc, c'est pour ça que très souvent, on va dire, tiens, comment est-ce que cette personne peut avoir aussi peu d'estime en soi, puisqu'elle a confiance en elle et elle fait bien les trucs. Ah bah oui, mais c'est parce que, justement, on parle de deux registres différents. Et puis, vous avez la haute estime de soi et la basse confiance en soi. Ça, c'est la personne qui est à l'aise avec elle-même dans un domaine qu'il n'a pas encore travaillé. Et en fin de compte, c'est pratique parce que ça veut dire que la personne peut apprendre, se tromper
et recommencer sans totalement s'effondrer parce que les échecs que la personne va avoir dans le faire ne vont pas toucher à sa valeur. La personne ne va pas se dire « Oh, je suis nul » parce qu'elle ne réussit pas, elle ne peut pas faire certaines choses. Et puis, vous avez donc la basse estime et basse confiance. Alors ça, c'est le plus douloureux, bien entendu. C'est l'évitement et le retrait. C'est-à-dire que vous avez ni le être, ni le faire qui se tiennent debout. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, d'où viennent ces deux grands principes? La confiance en soi, elle se construit par l'action. C'est-à-dire qu'à la base, c'est des expériences que vous faites, c'est des accumulations de petites réussites. En gros, on va dire on devient capable en faisant. Ça s'apprend relativement vite. Alors bon, ça dépend bien entendu des domaines. Hein. Il y a des domaines qui s'apprennent un peu plus lentement que d'autres. Mais en règle générale, on va dire ça s'apprend et ça se répare. Et ça se répare assez vite, justement parce que ça tient au faire. Si vous vous trompez dans quelque chose ou si vous faites mal quelque chose et qu'on vous explique comment bien le faire, une fois que vous l'avez appris, relativement rapidement, vous allez retrouver votre confiance en vous dans tel ou tel domaine. Et donc, on peut tout simplement la reconstruire justement en s'exposant dans différents domaines. Par exemple, faire du vélo, hein, la plupart d'entre nous, on a appris. Eh bien, vous n'allez pas apprendre à votre gamin à faire du vélo en lui donnant confiance. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez pas tenir un discours à l'enfant, même si vous êtes très pédagogique, hein, ça ne lui apprendra pas à faire du vélo. D'accord ? Seulement quand il va essayer, les tentatives, quand il va tomber, et puis il va se relever, et puis il va remonter, et puis etc., etc. Et un jour, ça va tenir. La confiance, elle arrive par essai, petit à petit, en faisant des essais, en faisant des erreurs et en apprenant l'un de l'autre. Donc, c'est comme ça que la confiance en soi arrive de cette façon. L'estime, elle se construit dans la relation. Très tôt dans le lien, donc ça va être le lien aux parents, hein, à la base, elle peut... alors, ça dépend de la façon dont on est valorisé. C'est-à-dire que si l'enfant est valorisé pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il produit, là, l'estime de soi va se construire de façon plus solide. Par contre, si c'est le contraire, et ça on y reviendra dans un instant, là, l'estime va être très fragile. Et ça se construit lentement, parce que les relations, c'est quelque chose qui est dans la longueur. D'accord ? Et ça touche, comme je l'ai dit, ça touche à l'identité. Ça veut dire que quand elle est abîmée, c'est abîmé beaucoup plus profondément, et ça se rebâtit nécessairement lentement. On ne peut pas se donner ou redonner de la valeur ou de la dignité tout seul en un après-midi, par exemple. Par contre, on peut parfaitement apprendre à faire du vélo en quelques jours. Vous voyez, d'accord ? Donc, si vous avez, par exemple, un enfant qui est reconnu, qui est accueilli pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas très important si elle est reconnue au-delà de ses bonnes notes, en quelque sorte. Hein. Bon, c'est quand même mieux s'il a des bonnes notes que s'il en a des mauvaises, on est bien d'accord là-dessus. Mais bon, si l'enfant reconnaît qu'il a de la valeur en soi, c'est bon. Par contre, l'enfant qui est valorisé que sur ses résultats va nécessairement apprendre qu'il vaut ce qu'il produit. Et là, son estime va rester suspendue à sa performance. Et donc, ça va amocher pas mal, ça va fragiliser beaucoup son estime de soi. Donc, en fin de compte, la différence entre une bonne et une mauvaise estime de soi, ça tient surtout du regard qui est posé sur l'enfant plutôt que de ce qu'il fait et de lui. Et donc, si quelqu'un a une estime de soi abîmée, hein, pour une raison ou pour une autre, s'il entre dans une, ou si elle entre dans une relation stable, où cette personne est respectée, prise au sérieux, etc., eh ben, très lentement, cette personne, je continue à donner des coups dans le micro, très lentement, cette personne va voir sa valeur intérieure remonter
et son estime de soi remonter. Ce qu'il a réparé, c'est pas sa réussite, c'est d'avoir été traité comme quelqu'un qui compte, comme quelqu'un qui a une importance. Donc l'estime, tout comme la confiance d'ailleurs, ça se rebâtit à partir de là où elle est construite. Et là, dans ce cas-là, l'estime de soi, c'est dans le lien. Donc, encore une fois, pour faire le pont avec l'analyse transactionnelle qu'on a vu plus tôt, eh ben, les caresses inconditionnelles, si elles portent sur ce que vous êtes, vont nourrir l'estime, en bon ou en mauvaise, et les caresses conditionnelles vont nourrir la confiance. Et c'est un petit peu dans ces deux registres. Après, donc chacun de ces deux principes peuvent être... est-ce que l'estime de soi a-t-elle un lien avec les problématiques narcissiques ? Oui. Mais ça déjà, on va y passer un petit peu plus dans un instant. Mais l'estime de soi peut être construite ou déconstruite avec un lien narcissique. C'est exact, oui, tout à fait. Mais on va entrer plus en détail là-dedans dans un instant. Alors la confiance, elle se casse de façon différente. Elle se casse par l'évitement. C'est-à-dire qu'on évite de faire certaines choses. Si on n'a pas confiance en soi, et si on ne tente pas le coup, ou si on ne l'apprend pas, ou si on n'ose pas, etc., eh ben, on n'accumule aucune expérience, on n'a pas de nouvelles expériences, et donc du coup, ça va faire descendre la confiance en soi. Elle peut aussi être par le fait que quelqu'un vous empêche d'essayer. Si votre entourage bloque d'une façon ou d'une autre l'accès à l'action, ça va faire un mécanisme dans votre cerveau qui va vous faire croire, en fin de compte, que c'est dangereux. Là, c'est dangereux, donc je peux pas, je fais pas, et ça risque même de se transposer sur d'autres choses, et puis de prendre l'un sur l'autre. Là, encore une fois, on peut revenir sur le webinaire sur la honte, justement, où la fuite renforce la peur au lieu de la calmer, en fin de compte. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, et que à chaque occasion qu'on vous donne de parler en public, vous refusez, alors psychologiquement parlant, cognitivement parlant, le refus va vous soulager sur le moment. Au moment où ça arrive, ça va. Là, j'ai évité le problème. Mais du fait où vous vous exercez pas, votre compétence va stagner, ou même descendre, et votre peur va grandir. Et la prochaine fois, vous aurez encore plus peur, encore plus peur, encore plus peur. L'évitement creuse un trou, en fin de compte, que vous auriez bien voulu qu'il comble, mais du coup, non. Ou si vous avez un employé qui est très compétent, mais si le supérieur est vraiment une personne qui vérifie tout, qui reprend tous les dossiers, qui refait tout, qui ne le laisse jamais mener une tâche jusqu'au bout parce que, de toute façon, il ne faut pas qu'il y ait une erreur parce que c'est important, la personne finit par douter de ce qu'elle pourtant sait faire. Et puis voilà, donc là, on lui a retiré le terrain sur lequel la confiance en soi se bâtit. L'estime de soi, elle peut se casser par les attaques sur la personne, sur le être. C'est-à-dire que si vous dites à un gamin, au lieu de lui dire là t'as raté ton coup, si vous lui dites t'es totalement raté, tu ressembles à ton père, là la cible c'est la personne, et puis là du coup c'est une attaque sur l'estime, et c'est ça qui va être touché. Par l'amour conditionnel, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire que si l'enfant ou la personne est valorisée seulement quand elle performe, mais jamais pour elle, ça ne bâtit pas vraiment l'estime de soi. Ou bien entendu, si on répète les mêmes messages constamment, mais t'es nul, t'es nul, t'es nul, à un moment, la répétition finit par s'installer dans l'arrière de votre tête. Ça devient une vérité intérieure, et puis voilà. Alors ça, on peut le voir par exemple sur les enfants, ou les parents. Bon, moi je vois ça sur les adultes, mais quand ils étaient enfants, si on leur a dit à chaque fois qu'il se passait quelque chose, oh là là, t'es pénible, t'es toujours en train de faire des problèmes, t'es jamais content, de toute façon ça t'y arrivera jamais, tu m'as encore déçu, etc.
voilà, là c'est pas les actes de l'enfant qui sont visés, c'est l'enfant lui-même. Vous voyez, c'est l'estime de l'enfant. Et une fois que ça a été répété suffisamment longtemps, le message devient la voix intérieure, hein, ce fameux petit lutin que j'appelle Adolphe. Et puis, une fois adulte, on se le dit tout seul. Hein, il n'y a plus besoin de personne pour dire les phrases. On se les dit soi-même. Et puis voilà. Vous avez les pics du conjoint. Hein, vous avez le conjoint qui n'attaque, ou la conjointe, qui n'attaque jamais frontalement, mais qui va tout vous balancer des petits pics. Hein, et puis, oh là là, mais tu prends tout mal. Hein, franchement, tu es trop sensible. Heureusement que je suis là parce que personne d'autre ne te supporterait. Hein, voilà. Voilà. Chaque petite phrase va grignoter quelque chose, va grignoter un petit peu de cette estime, hein, un petit peu comme les Pac-Man, jusqu'à ce que la personne se pense indigne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réalitorsion. Et donc, la réalitorsion, elle va éroder l'estime de soi, parce qu'elle vous fait douter de votre valeur, de vos propres perceptions. Et puis à la fin, on ne sait plus si ce qu'on ressent, c'est légitime. Et donc, on cède le terrain. Et là, la basse estime de soi, même si on avait une haute estime de soi au départ, la basse estime de soi, ça devient le point d'appui du contrôle. Et l'autre va vous contrôler comme ça. Ça, par exemple, si, je sais pas moi, si on vous a dit quelque chose de blessant le jour précédent, et que le jour d'après, vous lui dites, dis donc, tu sais, tu n'aurais pas dû me dire ça la dernière fois, hier, c'était vache, ça m'a fait du mal, etc. Oh, mais écoute, mais t'as rien compris, toi, tu es totalement débile, j'ai jamais dit ça, c'était une réponse à blablabla, t'es en train de, tu déformes tout, etc. Eh ben oui, répéter assez souvent, on finit par ne plus se fier à sa propre mémoire, à soi-même, et puis on cède. Et on cède pas parce que l'autre a raison, mais parce que après on ne sait plus qui a raison. Et là, il y a Sophie qui a bien aimé Adolphe. Voilà. Vous pouvez aussi l'appeler Benito, hein, c'est un peu possible. Il y a plusieurs versions, hein, il y a Ceausescu, plusieurs, mais je trouve qu'Adolphe, c'est sympa. Enfin, sympa, c'est peut-être pas le bon mot, mais bref. Après, le piège dans lequel beaucoup de gens tombent, et dont, avec ça que j'ai presque commencé, c'est de vouloir réparer l'estime de soi par la confiance. C'est-à-dire qu'on se dit que, ok, j'ai pas beaucoup d'estime de moi, donc je vais devenir parfait à ceci ou à cela, pour enfin me sentir digne. Et c'est un petit peu logique, parce que si vous avez été élevé avec un père, une mère narcissique, ou je ne sais pas trop quoi, qui vous tirait dessus quand vous aviez de mauvais résultats à l'école, t'es vraiment nul, moi j'étais le meilleur de ma classe en maths, moi quand j'avais ton âge, j'avais déjà 3 ans de plus, arrive un moment où on se dit, il faut que je réussisse. Donc si j'ai des bons résultats, je vais pouvoir obtenir l'amour ou l'intérêt ou les bonnes grâces de papa, de maman ou de l'oncle Jules. Et puis, je finirai par avoir une valeur. Donc c'est la logique. Et c'est relativement logique vu de cet angle, puisque ça a été comme ça que l'estime a été détruite, apparemment. Mais non, parce que l'estime n'est pas construite sur la performance. Elle est construite sur la relation. Donc, en fin de compte, là, on cherche au mauvais endroit, parce que là, le faire a été utilisé pour détruire l'être. Donc, du coup, c'est pour ça que ça ne marche pas. On pense donc que la solution est au mauvais endroit. Et donc, on va essayer d'être le meilleur dans son domaine, et ça plante parce qu'on continue à se sentir sans valeur à l'intérieur, malgré la réussite. La réussite ne remplit pas ce trou-là. D'où le fameux syndrome de l'imposteur, où on se dit toujours, si j'ai bien réussi ce projet, c'est parce que j'ai eu de la chance, ou c'est parce que tout le monde sait faire ça, ou c'est parce que c'est rien de spécial, etc., etc. Et donc, ça va faire des gens qui vont s'épuiser pendant des années
à travailler, à faire du mieux, à viser la perfection, même à monter dans les grades, dans les entreprises, machin, etc. hein. Et elles ne vont, en fin de compte, jamais se sentir mieux. Alors, bien entendu, et voilà Maxime, vous n'avez pas à être désolé d'avoir posé une question, c'est pas un souci. Et c'est là où on va faire notre petit détour narcissique, parce que, bon, c'est peut-être pas le bon titre, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et en fin de compte, le détour narcissique, ça va être que la personne narcissique va attaquer votre valeur en tant que personne. D'accord ? Ça va pas seulement être vos actes. C'est-à-dire que la personne narcissique va pas vous dire là tu t'es planté ou là tu as fait une connerie, mais va en rajouter une couche. Là tu as encore fait une connerie, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je me suis dit quand est-ce qu'il ou elle va faire la connerie ? Eh ben voilà, tu l'as faite. Donc votre valeur est attaquée en tant que personne. Et c'est l'avantage, enfin c'est ce que recherche la personne narcissique, parce que si vous avez une basse estime de vous, vous allez dépendre d'une forme de validation. Et cette validation, ça vous rend facile, cette demande de validation, cette dépendance de validation, ça vous rend facile à contrôler. Vous cherchez l'approbation le plus souvent de la personne narcissique, que ce soit conjoint, conjointe ou parent ou ce que vous voulez, donc vous restez dans la relation. D'accord ? Les personnes narcissiques ne sont pas intéressées à quelqu'un qui a une estime de soi solide, parce que c'est beaucoup plus difficile à manipuler. Donc, ça, ils le savent bien, qu'une personne qui a une bonne estime de soi, même si elle n'a pas beaucoup de confiance en elle dans certains domaines, si elle a suffisamment d'estime de soi, ça va être compliqué de la manipuler. Donc, bien entendu, ça va être sur ce point que la personnalité va être attaquée en premier. Parce qu'une fois qu'elle est visée, une fois qu'elle est un peu descendue, là, on peut s'introduire dans la brèche et là, on peut plus facilement manipuler la personne. La deuxième chose, c'est cette façade qu'a la personne narcissique. Alors, très souvent, il y a différentes formes de narcissique, je ne vais pas refaire les vidéos là-dessus, mais très souvent, ça va être le narcissisme grandiose. Et c'est ce principe de grandiosité qui, très souvent, va marquer une estime de soi extrêmement fragile. Les personnes narcissiques ont un ego extrêmement fragile et une estime de soi extrêmement fragile. Il suffit d'un rien pour leur faire du mal, pour qu'ils se sentent agressés, pour qu'ils se sentent dénigrés, etc. Et donc là, ils vont vous rendre l'appareil à 10 000 fois plus fort. Et donc, il y a un lien avec la honte, puisque donc quand la personne narcissique commet une erreur, elle va ressentir de la honte. Et cette construction, donc de détruire l'estime de soi de l'autre, c'est justement fait pour ne pas ressentir de la honte, pour avoir une arme en quelque sorte, pour maintenir l'autre sous son contrôle. Et là encore, vous pouvez revoir éventuellement le webinaire sur la honte ou l'assurance affichée de la personne narcissique. C'est une armure plutôt qu'une force. Et dans ce cas-là, cette arrogance qu'a la personne narcissique, c'est en fin de compte une protection. Alors, pour pouvoir commencer à voir un petit peu, faire quelque chose à propos de ça, il y a quelques petites pistes. Donc, encore une fois, très important, faites bien attention à laquelle des deux est blessée, laquelle des deux a un problème. D'accord ? Ça va être le premier tri à faire, parce que le travail qui va suivre va dépendre, en fin de compte. Il va être différent si c'est l'un qui est blessé ou si c'est l'autre. Donc, soyez bien, dans votre tête, voyez bien la différence et voyez bien lequel est blessé. Et donc, vous arrêtez d'essayer de récupérer de l'estime avec de la performance, parce que vous savez que ça ne marche pas. Maintenant, vous le savez en tout cas, ou maintenant, vous avez compris pourquoi ça ne marche pas. Et vous avez également compris que tant que vous allez continuer, vous allez entretenir une forme d'épuisement qui est tout à fait logique. Et après, les gens, ils sont en burn-out et ils ne comprennent pas pourquoi. Voilà.
parce que vous avez entretenu un épuisement en essayant de réparer un avec l'autre et ça ne marche pas comme ça. Pour ce qui est de la confiance en soi, vous n'avez pas le choix. La confiance en soi se répare par l'action et par l'accumulation d'expérience. Il faut arrêter de fuir la chose, il faut vous confronter. Je suis désolé, il n'y a vraiment pas d'autre, il n'y a pas de formule miracle. Si, peut-être, mais elle ne marche pas. Hein. Voilà, vous entrez en action, vous vous confrontez au truc et vous le faites. Et vous vous plantez. Et vous comprenez pourquoi vous vous êtes planté. Comme ça, vous savez ce qu'il ne faut pas faire et vous faites autre chose la prochaine fois. Comme je l'utilise généralement, hein, les gens que j'ai vus, j'ai enseigné l'informatique pendant des années d'ailleurs, et ça marchait super bien. Mais bon, il faut dire que les gens dans mes classes, ils ouvraient les ordinateurs, ils touchaient, etc. Et ils cassaient des trucs. Hein. Ben oui, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et ça marchait très bien. Et j'avais remarqué, en fin de compte, qu'il y avait certaines personnes qui disaient, quand elles apprenaient, elles n'osaient pas faire certaines choses sur l'ordinateur. Un petit peu comme si, je ne veux pas casser cette machine, ça coûte cher, etc., etc. Par contre, les enfants ou certaines autres personnes, ils tentaient le coup. Alors oui, des fois, ils faisaient des conneries, c'est vrai, ils faisaient des conneries. Mais ils osaient tenter. Et c'est comme ça que certains apprenaient plus vite que d'autres. Et donc, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que en fin de compte, je leur avais inculqué une mauvaise façon de faire pour être sûr qu'ils cassent quelque chose. Pour qu'ils fassent cette expérience et pour voir qu'en fin de compte, ça peut se réparer. Et ils pouvaient apprendre comme ça. Et puis après, mes élèves, ils installaient Linux, Windows en double boot, machin, etc. Ça allait très bien. Et il n'y en avait pas un qui avait moins de 50 ans. Hein. Donc, aussi le truc avec « je ne peux pas apprendre ça, je suis trop vieux », oui, non. Ok, donc ça, c'est la confiance. Et la confiance, vous n'avez pas le choix, il va falloir traverser la chose. C'est le seul levier que vous avez. Donc, vous y allez. L'estime, elle, par contre, ça va être dans la relation. Et c'est ce qui va expliquer donc, que c'est plus lent. Et que là, vous allez probablement avoir besoin d'un travail d'accompagnement. Hein. Parce que on ne peut pas se redonner de la valeur seul face à un miroir. Même si vous avez appris des phrases motivantes à vous dire et à vous mettre des post-it sur le frigo, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, généralement, il y a besoin d'une forme d'accompagnement. Et de cette façon, on rebâtit dans une relation, que ce soit une relation avec un conjoint-conjointe, un ami, une amie ou un thérapeute. De cette façon, on peut bâtir la relation. Et donc, oui, voilà, c'est ce qu'il y avait à dire là-dessus. Et donc, il y a ces trois choses importantes à retenir, et ça va être le message de la fin. Donc, à apprendre par cœur, il y aura un terreau pour la prochaine fois. Vous avez vu, hein, là j'ai déjà parlé des webinaires qu'on avait eus auparavant, donc attention. Hein. Alors, numéro 1, souvenez-vous, c'est deux registres distincts. La confiance, c'est le faire, l'estime, c'est le être. Et donc, elles se cassent et elles se rebâtissent de façon différente. Si vous confondez les deux, vous vous trompez de chantier. D'accord ? À apprendre par cœur. 2, aucune performance ne peut réparer l'estime de soi. Ça, c'est ce qui vous prend au piège, qui vous épuise pendant des années et des années et des années. La réussite ne peut pas combler un manque de valeur intérieure. C'est impossible. 3, l'estime se reconstruit dans la relation, quelle que soit la relation, tout comme elle se détruit dans la relation d'ailleurs. Elle s'est construite à la relation, elle se réapprend dans la relation. C'est lentement, c'est lent, mais c'est possible. C'est un travail à faire, d'accord ? C'est réapprenable. Vous repartez avec quelque chose de solide en disant, bon ben voilà, je répare, ça va petit à petit. Donc, Hélène dit la différence, ok, maintenant pour l'estime de soi, une seule solution, le thérapeute? Non, comme j'ai dit, une relation, ça peut être un partenaire, ça peut être un conjoint-conjointe, ça peut être un ami ou ça peut être un thérapeute.
très souvent, il va y avoir besoin d'une forme de thérapie. Parce qu'il peut y avoir besoin d'une forme d'objectivité extérieure, oui. Mais ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas la seule solution. Donc, merci d'être venu. Si vous avez envie ou besoin que je traite d'un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à cyril@malka.fr. Et puis, je verrai ce que je peux faire pour vous. Sans ça, écoutez, merci de m'avoir vu. Merci d'être venu. Vous êtes venus nombreux. Et puis, à d'ici un mois encore pour un autre webinaire. Alors, avant de passer aux au revoir, comme je vous avais promis qu'il allait avoir un petit cadeau. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.